Ok, alors tout d'abord, on se retrouve sur un tweet super marrant. Il nous raconte l'histoire de Karl Erik Rinch, un réalisateur américain avec un seul long métrage sur palmarès, qui a reçu la somme de 50 millions de dollars par Netflix pour en fait réaliser une série de science-fiction qu'il a pitché à plein de sites de streaming, etc. Et c'est Netflix qui a décidé d'aller de l'avant avec ce mec. Sauf qu'en fait, Karl, du coup, quand il a reçu les thunes, plutôt que de faire sa série, il a décidé en fait simplement d'acheter du Doge, des cryptos, des voitures de luxe et dilapider toutes les thunes. Voilà, donc Netflix évidemment, ils étaient en mode frérot, tu vas jamais faire ta série, tu nous as arnaqué. Du coup, ils ont cassé le contrat. Et maintenant, notre bon vieux Carlo, il a dit à Netflix, bon, je vous fous en justice, vous avez cassé mon contrat, vous avez pas le droit, je veux 14 millions de dollars. Voilà, donc il y a des mecs vraiment, ils ont pas peur. Et puis en gros, bah, Carl il dit que Netflix c'est des menteurs. Et puis Netflix dit que, bah, de toute façon, Carl il avait jamais l'intention de finir son truc, c'était juste une arnaque. Voilà, franchement, il y a des gens, je te jure, ils sont complètement barrés. Genre, je me dis à quel moment tu peux être. Te dire, enfin, je fais des choses comme ça, quoi. Genre aussi open et tout, enfin, un truc de ouf. Ensuite, là, on va parler du drama Binance, parce que voilà, donc si vous n'avez pas suivi, vous habitez peut-être dans une grotte. Alors, si c'est le cas, je vous conseille de déménager, mais sinon, au moins vous suivez le Tissema Show, c'est déjà une bonne chose. Alors, Binance, CZ, donc Changpeng Zhao, donc le CEO de Binance, a décidé, du coup, bon, sous forte pression du gouvernement US, lors du procès du DOJ, donc du département de justice américain, contre Binance, de démissionner. Voilà, CZ n'est officiellement plus le PDG de Binance. Donc en vrai, quand j'ai su ça il y a quelques jours, j'ai lâché presque une petite larme parce que bon, CZ quand même, c'est donc Binance, le plus gros exchange mondial. Il a complètement contribué au développement des cryptos de manière internationale. Binance, c'est quand même même si je ne traite pas dessus, est un excellent exchange. Voilà, donc vraiment, big up à lui, farewell, merci à tout ce que tu as fait pour l'écosystème. Les charges donc retenues contre CZ sont qu'en fait, bah, Binance n'aurait pas mis de programme anti-blanchiment d'argent obligatoire. Ils auraient également camouflé leurs opérations aux États-Unis avec leur exchange international. Voilà, et ils ont également violé le Bank Secrecy Act. Et voilà, donc plein de petits trucs. Ils ont découvert aussi qu'il y avait Hamas, Al-Qaïda, Daesh et tout qui ont eu des fonds qui ont transité avec Binance, qu'ils n'ont pas correctement bloqué les pays voilà, qui devaient être en sanctions économiques, etc. Donc plein de trucs comme ça. Binance du coup écope d'une amende d'environ 4 milliards de dollars. Tous les gens qui m'ont dit ouais Binance va jamais pouvoir payer, etc. Les gars, Binance, je récapitule, c'est 21 milliards de chiffre d'affaires en 2021 only seulement, ok? Ok, c'est du CH, donc chiffre d'affaires, donc y a pas les taxes, il n'y a pas les salaires et tout, mais Binance c'est quoi? C'est des milliers d'employés. Et c'est des infrastructures serveurs, donc c'est pas genre t'as du produit, t'as de la manufacture, t'as des trucs, ok? Donc le 21 milliards de chiffre d'affaires, je pense qu'en bénéfice, ils doivent être très 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 bien, ok? Même si 2022 a dû être bien moindre comparé à 2021, ils ont quand même une énorme trésorerie. La somme des 4 milliards est à payer sous 15 mois, donc il y a quand même le temps, il y a un an pour faire les trucs, surtout que les cryptos quand même elles repartent pas mal. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. CZ, lui, du coup, il écope de 50 millions d'amendes et bah, son jugement va arriver en 2024. Il a eu le droit de rester à résidence parce qu'il habite à Dubaï, enfin, il habite, je crois, à Dubaï. Donc, du coup, il a eu le droit de rester parce que les juges ont décidé que c'était pas un enfin, c'était pas un criminel qui allait se barrer. Il s'est présenté aux États-Unis alors qu'il n'avait pas besoin de le faire, enfin, pendant son audience et tout. Donc, ils ont décidé de le laisser, mais il a écopé, enfin, du coup, il a payé un bail de 175 millions de dollars. Et il faut savoir aux États-Unis que le bail, donc c'est ce qui vous permet, donc vous payez ça au département de la justice, et en fait, ils vont vous rendre cet argent lorsque vous allez achever enfin le procès. C'est-à-dire que si vous présentez tous les jours du procès au moment où vous devez vous y présenter, bah à ce moment-là, ils vous rendent la caution après, une fois que le jugement est fini. C'est juste s'il s'évade et qu'il revient jamais, bah là il les reverra plus quoi. Pour moi, en termes de prix sur l'écosystème, je pense que c'est bullish en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que Binance, en procès donc avec le département de justice, c'était une épée de Damoclès en fait qui tout simplement trônait, enfin qui était au-dessus du marché quoi, qui pouvait tomber à tout moment. Et ça pouvait être bien pire que ça. Ça pouvait être obligation de terminer l'exchange Binance, de fermer l'exchange,
etc., etc. Et il y aurait pu avoir des accusations plus graves que ça. En soi, là, c'est des accusations. En soi, les fonds ont été safe, même si bon, il y a eu des petites, probablement off, des petits bails peut-être un peu sombres, mais qui ont été cachés. Là, la résolution du procès, ça fait que, bah, en fait, là, toutes les charges sont terminées. Le procès est terminé. Binance peut payer. Et donc, bah, le marché n'a plus cette épée de Damoclès. Et en fait, il faut comprendre, c'est que quand il y a du risque, ça fait que les assets qui sont risqués se reprice à la baisse. Pourquoi? Parce que vu que le risque est plus élevé, en tant qu'investisseur, bah, c'est plus risqué en fait. Et plus c'est risqué, bah, plus ça coûte, enfin, plus le prix descend en fait. Parce que les gens ont moins, enfin, faut que la reward soit plus élevée, ok? C'est-à-dire que quand tu vas prendre un trade, il faut que ta reward soit, si ton risque est élevé, il faut que ta reward soit élevée, sinon tu prends pas ton trade. Voilà, donc si le risque augmente, le prix de l'asset en général baisse et pour se repricer en fonction de son risque. Voilà, donc c'est pour ça que quand une news négative arrive sur le marché, le prix en général baisse parce que du coup, bah, on se dit ok, il y a un risque latent. Voilà, donc pour moi, c'est bullish overall. Là, il n'y a plus rien qui peut poser problème. Pour moi, il y a juste la SEC qui nous casse les pieds avec ses securities. Notamment le petit procès contre Kraken, encore une fois, alors que Kraken, ils ont settled leur procès pour quelques dizaines de millions de dollars il y a encore quelques mois. La SEC, il faut comprendre, c'est que leur but, c'est de récupérer les fundings des gouvernements. C'est-à-dire que la SEC, eux, ils sont subventionnés par les gouvernements, par le gouvernement US. En fait, et plus ils vont avoir d'actifs en régulation, plus les fundings qu'ils vont recevoir vont être importants. Donc eux, c'est une histoire de business aussi. Plus ils chopent de trucs sur leur législation, plus l'agence grossit. Donc c'est du business les mecs, hein, les régulations, etc. Faut pas croire, mais la politique, c'est full business. Donc du coup, là, Gary, en fait, il essaye de gratter tout ce qu'il peut. À chaque fois, il tente des nouveaux shots pour essayer, en fait, de convertir quelques cryptos en securities. Et ce qu'il fait, c'est que donc là, par exemple, pour le procès de Coinbase, c'était dans un État. Le procès de Kraken, c'est dans un autre État, ok, aux États-Unis. Ce qui fait que c'est pas les mêmes cours de justice qui gèrent. Et du coup, en faisant ça, Gary, il a une chance supplémentaire de faire dire à un juge qu'une des cryptos là qui cite, il y en a plusieurs, Solana, ADA, etc., est une security. Et le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où c'est le cas, ça va établir une jurisprudence pour que bah, en fait, les autres juges de la planète se disent ok, ça a été converti une fois en security parce que, donc probablement c'est une security. Et c'est là en fait qui est dangereux, c'est que si Gary il arrive à obtenir que une crypto c'est une security, et bah il y a moyen que ça établisse une jurisprudence qui soit négative pour les cryptos. Donc c'est pour ça que bah, par exemple Coinbase, eux ils se battent à mort. Kraken ils ont dit c'est bon, maintenant ils nous cassent les couilles Gary, on va se battre les gars, et voilà. Et ils ont raison parce qu'en faisant ça, ils se battent en fait pour tout l'écosystème crypto international, parce que sinon, pour éviter l'établissement d'une jurisprudence en termes de security sur ces tokens. Donc Gary, il nous casse vraiment les bonbons. Et pourquoi il rattaque Kraken, c'est parce qu'en fait du coup il rattaque Kraken, il ouvre un peu les trucs, il essaye d'aiguiller les docs du procès d'une nouvelle manière pour qu'en fait bah, du coup sur un nouveau jugement ça puisse marcher. Et en fait ils font ça et c'est des stratégies en fait. Là, tout ce qui est justice pour moi c'est full stratégie. Les avocats, bah là actuellement il y a un mec qui s'est fait flasher à 275 km/h en France, rien à voir, mais l'avocat il a réussi à voir que le radar il était homologué pour flasher que de 0 à 250 km/h. Du coup bah le mec qui s'est fait flasher à 275, bah il a rien. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, la justice, voilà, c'est du game aussi. Bref, voilà. Donc là, épisode Binance, retombée positive sur le marché overall, parce que là, à part Gary et ses securities de merde, il n'y a pas d'autres épées de Damoclès actuellement. À la limite, les fudeurs là pourraient dire ok, Tether, blablabla. Mais bon, les gars, ça fait depuis 2015, j'abuse, mais depuis la création de Tether que le Tether est fudé. Et Tether, ils se sont pris déjà un procès du Doge il y a 2 ans, je crois. Ils ont payé je sais plus combien d'amendes, et du coup je peux vous dire que maintenant ils sont réglo. Tether, il faut savoir que avec les taux actuels des bons aux États-Unis, parce que Tether du coup ils prennent l'argent en fait dans leurs réserves, ils les foutent sur des bons américains, et ils yield genre du 3 milliards de dollars de bénéfices, de profit, enfin en gros juste sur leur yield, voilà, gratos. Genre littéralement, ils ont 3 milliards à l'année qui est payé par le gouvernement US, les gars. Bon, faut se rendre compte du truc de fou que c'est Tether et les stablecoins. C'est pour ça que tout le monde veut faire des stablecoins aussi, hein, parce que c'est un truc de malade. Et aussi, petite info, donc CZ, il a plus le droit d'opérer en tant qu'exécutif chez Binance, pardon,
pour une durée de 3 ans. Mais ça veut dire que dans 3 ans, il pourrait revenir chez Binance. Voilà, donc petite info stylée. CZ du coup a mis un tweet que j'ai oublié de signer. CZ du coup il a dit que maintenant il allait pas rouvrir de boîte, que la startup pour lui c'était fini, il allait faire du venture capital, de l'angel investing en crypto, faire du counseling pour des projets DeFi, des projets crypto etc. Et qu'il allait plus s'intéresser à la DeFi maintenant. Voilà, petite parenthèse que je rajoute maintenant. Donc maintenant, tweet sur l'open interest et du cumulative volume delta par le bro Folies, donc qui est un streamer qui stream très régulièrement en anglais. Franchement, le mec est chaud, genre en trading, je pense qu'il est assez chaud. J'ai pas trop regardé parce que j'avoue, j'ai la flemme de regarder d'autres traders. Mais je vois pas mal passer de ces trucs, son contenu est quali, le mec fait du bon taf, donc bravo à lui. Alors, l'open interest, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est en fait tout simplement le nombre de contrats ouverts à un instant T sur un exchange, donc c'est par exchange évidemment, chaque exchange a son propre open interest. Comment on l'interprète, c'est qu'en fait l'open interest, quand il est en hausse, donc quand la courbe est haussière, ça veut dire que des gens entrent dans le marché et ouvrent de nouvelles positions, donc ils achètent de nouveaux contrats. Si la courbe baisse, ça signifie donc que la monnaie, l'argent sort du marché, donc les gens ferment leurs contrats en fait. Donc ces données ne sont pas dispo sur TradingView parce qu'en fait il faut se connecter aux API des exchanges pour y avoir accès, parce qu'il n'y a que l'exchange qui sait si la position est fermée ou ouverte. Parce que si vous avez un order market en long ou en short, vous pouvez pas comme ça savoir si c'est un mec qui sort ou qui rentre en fait, tout simplement. TradingView n'a pas ces données, ça je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un truc qui manque, c'est un truc que j'aimerais bien avoir. Si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez aller sur le site Coinalyze que j'ai présenté il y a 2 semaines ou une semaine dans un des derniers Tisma Show, sur les outils de trading intéressants à regarder. Donc ça c'est pour le point interest. Ensuite le volume delta, donc c'est la différence entre les achats et les ventes en market. D'accord, donc si quelqu'un vend plus à un instant T que achète, le volume delta va être négatif, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on utilise pour analyser ça le cumulative volume delta, donc le CVD. Et en fait le CVD, donc ça va être, comme son nom l'indique, l'addition en fait de tous les volumes delta à chaque instant T, T0, T1, T2, T3, T4, etc. En général avec une base qui peut être genre l'instant T0 égale, je sais pas, en 2008 par exemple, et c'est calculé à partir du début de l'exchange, ou alors vous pouvez faire un cumulatif delta sur une session. Donc par exemple, le matin à 8h, vous mettez le cumulatif volume delta est à 0 et ensuite à la fin de la journée, vous aurez la courbe qui aura monté ou descendu en fonction du nombre de gens qui ont vendu ou acheté en market dans la journée. Ok, ça c'est une donnée qui est récupérable en analysant l'order book et en analysant, enfin pas l'order book mais les trades passés, vous pouvez calculer ce volume delta. Encore une fois, je ne crois pas qu'il soit sur TradingView, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais donc voilà, le cumulative volume delta, vous pourrez le retrouver sur Coinalyze comme l'open interest. Comment l'interpréter donc? Ça veut dire que si le cumulative volume delta est positif, alors ça veut dire qu'il y a plus de buy volume que de sell volume. Et si il est négatif, alors ça veut dire que c'est l'inverse, il y a plus de sell volume que de buy volume. Donc du coup, le cumulative volume delta, souvent sur les plateformes, il est indexé à partir d'une date très antérieure, il n'est pas reset tous les jours. Donc vous allez avoir le cumulative volume delta qui monte et qui descend au fur et à mesure en fonction de la prise de position en market des gens, d'accord? C'est très important, c'est du market. Donc là maintenant, on va voir comment on interprète les deux signaux, donc l'open interest et le cumulative volume delta ensemble. Donc s'ils sont tous les deux à la hausse, ça veut dire qu'il y a des longs qui sont en train de s'ouvrir, et donc c'est bullish. Et en plus, ce sont des longs en market, donc ça veut dire une forte pression acheteuse, ok? Donc c'est bullish. OI qui monte et le CVD qui descend, c'est des shorts qui open, parce que du coup l'open interest augmente, mais le CVD descend. Donc pareil, c'est des shorts qui ouvrent en market, c'est bearish, ok? Faire un petit peu un redébrief de ces règles après, parce qu'on va nuancer un petit peu évidemment. L'open interest à la baisse et le cumulative volume delta à la baisse également, ça veut dire que ce sont des longs qui ferment, parce que l'open interest descend, donc ça veut dire qu'on ferme des positions, et vu que le CVT est à la baisse, ça veut dire qu'en gros il y a des markets short qui sont lancés, mais donc du coup on en déduit que c'est sûrement des longs qui se ferment, d'accord? Et maintenant l'open interest qui est à la baisse et le CVD qui est à la hausse, ça veut dire que ce sont des shorts qui close, et donc du coup c'est bullish, ok? Donc je vais nuancer un petit peu parce que ce qui se passe en réalité, prenons l'exemple de l'open interest et du CVD qui sont tous les deux à la hausse. Donc ça signifie que des longs sont en train d'être ouverts. Le truc c'est que si par exemple le prix ne réagit pas, ne suit pas en fait, qu'il ne monte pas,
Le truc, c'est que ça veut dire que malgré le fait que des gens soient en train de market long comme des oufs, il y a des gens qui vendent en limite. Ok? Parce que si des gens market et que le prix monte pas, ça veut dire qu'il y a du supply, ça veut dire qu'il y a de l'offre en fait. Et donc ça pourrait être un setup potentiellement de trap. D'accord? Donc ce qu'il faut faire attention, c'est surtout sous des patterns. Si vous voyez par exemple, on a un triangle par exemple qui break, genre on va prendre l'exemple du triangle qui break à la hausse pour garder l'open interest up, CVD up. On va prendre un triangle qui break à la hausse, ok? Si tout ça, ça pump, l'OI, le CVD, ça pump, qu'on a break la résine tout, mais que le prix ne monte pas et qu'il n'y a pas de catch-up rapide, et ben en fait, le truc, c'est que ça veut dire qu'il y a il y a plusieurs gros players qui sont en train de sell en limite, de vendre leur bag et d'ouvrir des positions short. Parce que du coup, l'open interest, ok, il monte, le CVD, ok, il monte. Mais en fait, le CVD, on n'a aucune info sur les limites. Et en réalité, si il augmente fortement, ça signifie qu'il y a des limites qui sont fortes. Et donc, si le prix ne monte pas, ça veut dire que bon, du coup, il y a des gros vendeurs en limite. Et par conséquent, vous allez devoir vraiment faire attention si ça replonge, parce que ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui se sont fil en limite sur des shorts, par exemple. Donc il faut faire gaffe à ces setups de trap lorsque les deux montent ou les deux baissent en même temps, mais que le prix ne réagit pas. Parce que pour moi, ça risque de reverse rapidement. Petite aparté, donc il faut regarder l'OI CVD et aussi le prix, parce que le prix du coup ça va être une conséquence, mais ça peut également être une cause de reverse. CVD divergences, donc des patterns de reversal. Donc là par exemple si on est en uptrend, donc pour analyser des exhaustions, donc des faiblesses d'uptrend, donc de tendance haussière. Donc une faiblesse tendance haussière, ça va être le price qui fait des higher high, mais le CVD qui fait des lower high, d'accord? Donc en gros, le prix continue de monter, à chaque fois il fait des gros plus hauts, et le CVD du coup il fait sur chaque pic, il fait une divergence, donc comme en RSI, il va faire des plus hauts, plus bas. Donc ça veut dire que à chaque fois on break, mais il y a beaucoup moins de gens qui achètent en fait ces breaks. Donc du coup on peut supposer que il y a moins de gens qui sont intéressés par le prix. Ok, uptrend absorption, donc ça veut dire que là on est en train de monter de fou, mais en fait ce que je vous disais dans l'exemple précédent du triangle, c'est qu'on se fait absorber. Ok, on monte mais on se fait absorber, donc ça veut dire qu'en gros le price il fait des lower high, donc il commence à instaurer une tendance baissière, il n'arrive pas à rebreak, et en fait le CVD lui à chaque fois, c'est l'inverse, il fait des higher high, donc il monte plus haut à chaque fois alors que le prix fait des pics qui sont plus bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, du coup, même s'ils marketent comme des fous, ils n'arrivent pas à faire pump le prix. Et du coup, là, on revient au reverse, au fake out du triangle d'avant. C'est que vu que les gens marketent mais que ça monte pas, ça signifie simplement qu'il y a des gens qui vendent en limite, en fait. Et du coup, ça crée une absorption de la tendance haussière. C'est la même pour le downtrend, sauf que vous inversez. Donc, le price fait des lower low, donc il descend toujours plus bas. Ok, mais par contre, le CVD, lui, il fait des higher low, donc ils sont toujours plus hauts. Et ça signifie qu'on est en train de perdre en vitesse sur la baisse et qu'il y a potentiellement un reversal qui va arriver. Pareil pour l'absorption, donc pour une absorption baissière. Le price, il commence à faire des higher low, il commence à remonter, ok. Et le CVD, lui, il va faire du coup des lower low, donc en fait des bas toujours plus bas, alors que le prix fait l'inverse, toujours des divergences. Et donc par conséquent, c'est une absorption de tendance baissière. Voilà, donc là il prend un exemple. Voilà, donc là le price, vous voyez, il est en bonne tendance baissière, il baisse bien. Là, il y a de la liquidité à prendre. L'open interest, il monte de fou. Le CVD, il drop de fou. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui market short, c'est très agressif, et le prix suit également. Donc ça signifie qu'on va probablement tout péter à la baisse. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, voilà, ça pète tout à la baisse. Donc là, il y a une prise de profit de la part des shorts. Vous voyez l'open interest qui ferme, donc il y a des positions qui ferment. Il y a des longs qui sont liquidés aussi. Donc voilà, j'espère que ce thread vous a plu. Maintenant, on va regarder un thread de Ruskov, donc qui est du Crypto Twitter FR. Franchement, il met du contenu quali. Lui, c'est plus du digging, DeFi, airdrop, plus deep, tu vois, genre plus sur du on-chain, etc. De ce que j'ai vu, parce que je le suis pas depuis 1000 ans non plus. Mais en tout cas, de ce qu'il met, il met du contenu super quali. Donc là, il a fait un thread, donc qui est un peu à la mode en ce moment, avec comment farmer les plus gros airdrops. Parce que si vous avez suivi, il y a l'airdrop de Pith Network qui est sorti et qui a fait plus ou moins 1200 dollars par allocation de base. Donc c'est vraiment une grosse alloc, ça fait 1200 balles qui tombent comme ça. Moi, évidemment, je n'étais pas éligible parce que je suis un peu à l'ouest sur tout ce qui est farming, airdrop, etc. J'ai un peu la flemme. Même si en vrai ça rapporte. Pour le thread, il a pris 1 dollar de Solana.
pour montrer que c'est accessible à tous. Et bon, Solana, il n'y a pas de fees quasiment, donc c'est méga worth. Avant de commencer, je tiens à préciser que pour nous montrer l'UX qui est incroyable de Solana, c'est vrai que Solana, pour moi, j'ai vraiment énormément apprécié mon expérience dans la DeFi Solana et dans les NFT Solana, parce que c'était extrêmement fluide, il n'y a pas de fees, c'est instant. Franchement, pour moi, je trouve que c'est une super blockchain. Pour ça, j'adore Solana. Et bah, les trucs qui sont build sur Solana sont assez user-friendly, je trouve. Donc voilà, bon point. Premier point du thread, ça va être d'installer le wallet Phantom, donc, qui est un top wallet. Moi, celui que j'utilise. Voilà. Ensuite, premier protocole à aller checker, JITOSOL, ou JITOSOL, je sais pas trop. Donc qui est du liquid stacking à la Lido sur Solana. Voilà, go checker. Au moment où il fait ce trade, il a décidé du coup de stacker 0,01 Sol pour 0,0093 JITO Sol. Et en gros, bon, ça c'est du liquid stacking. Donc en fait, il wrap son Solana dans un wrapper comme du Lido et du ST Lido. Voilà, en gros, ça vous permet du coup de stacker, générer du yield, mais en même temps, du coup d'utiliser ce sol dans d'autres protocoles DeFi. Donc en fait, ce Solana, une fois qu'il est wrappé avec ce protocole, vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu partout dans d'autres protocoles qui sont compatibles. Deuxième protocole à farmer, Margin Finance, donc Margin Fee. Donc c'est une plateforme de lending et de borrowing, donc elle vous permet de gagner des points d'airdrop, un peu comme tous les protocoles actuellement. Gagner encore plus de points sur JITO, parce qu'en fait vous allez utiliser les JITO Sol en DeFi. Donc ce que je vous disais, vous allez utiliser les JITO Sol que vous avez wrappés sur JITO et vous allez pouvoir les utiliser dans d'autres protocoles pour notamment emprunter, par exemple faire du borrowing contre vos JITO Sol. Donc il continue son aventure en décidant de lend 0,005 JITO Sol sur Margin Fee dans la pool prévue. Donc du coup il garde 40% de ses JITO Sol parce qu'il va comme ça farmer d'autres airdrops. Voilà, donc maintenant il a lend, donc c'est 0,05 JITO Sol. Il va emprunter 0,002 MSOL, donc qui est un autre. Je pense que quand tu as du MSOL ou truc Sol, en général c'est des wrappers comme STETH pour Lido, c'est des wrappers du coup d'autres protocoles. Donc là ça doit être MSOL, ça doit être Margin Finance, j'imagine. Donc du coup il prête en fait ses JITO Sol et après du coup il va emprunter 0,002 de MSOL, donc de l'autre protocole. Ce qui dit que c'est le borrowing, le fait d'emprunter et de lend, ça rapporte beaucoup plus de points pour les airdrops. Du coup, résumé de l'opération, sur Margin Finance, il a lend 0,30$ de JITO Sol. Ensuite, il a emprunté 0,13$ de MSOL. Et ce qui fait qu'il a un health factor de 34,64. Ça, c'est un indicateur de solidité de votre prêt. Là, il a emprunté en fait 13 centimes de son stack de 30 centimes. Et par conséquent, ça fait environ 30%. Voilà, donc son health factor. Autre protocole à farmer, Jupiter Exchange. Donc lui, c'est le meilleur agrégateur de Solana. Donc j'imagine qu'il agrège des pools de liquidité. En fait, ça vous permet d'avoir quand vous passez un truc, comme ça, en passant par l'agrégateur va définir lui-même les meilleures routes pour vos tokens pour en fait avoir les meilleurs taux, la meilleure liquidité. Voilà. Peut-être que l'airdrop n'est pas tombé, mais les wallets éligibles ont déjà eu un snapshot. Mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a un total de 4 rounds, donc il y a encore des rounds, donc 3 rounds sur Jupiter. Il va donc ici swap ces 0,002 MSOL qu'il a borrow tout à l'heure en JITO Sol, donc il va les retransformer en JITO Sol. Et en fait, il va faire ça sur Jupiter Finance, Jupiter pardon, Exchange. Donc il obtient la somme de 39 centimes. Et là, donc là, avec ce thread, il a farmé déjà 4 gros airdrops potentiels. Ensuite, il continue. Super Stake Sol Drift Protocol. Super Stake, ça va être pour farmer Drift Protocol. Une dApp de trading Solana. Ok, donc là, il dit pas besoin d'être un trader, c'est pour les dégènes. Donc là, je vais pas vous refaire les sommes et tout, mais je vais vous continuer à débrief, ça vous regarderez. Voilà, donc là, il va reprendre ses sols, il va les retrader. Là, pareil, il va dans tous les protocoles, il va faire du lending et du borrowing. Et là, il dit qu'il a un peu triché, il a utilisé 2-3$ avec les fees, etc. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que tu peux farmer avec 5$, avec 10$, enfin c'est chill, c'est accessible à tout le monde. Et vous pouvez potentiellement taper des airdrops, par exemple comme Pit, là, le airdrop Pit. Vous aviez 1200 balles en base allocation, c'est-à-dire que vous avez été juste éligible, vous gagnez 1200 balles, donc c'est méga worth. Voilà, donc si vous voulez grind les cryptos, c'est intéressant. Donc maintenant, on va revenir sur le drama d'OpenAI. Donc Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, s'est fait virer du board d'administration
Du coup, ce qui apparentait un petit peu à un coup d'état, un petit peu parce que Sam c'est quand même le boss qui a monté la boîte de par sa brain, etc. Sachant qu'en plus OpenAI ils ont été évalués à 90 milliards il y a encore quelques semaines. Enfin c'est un coup d'état de fou quoi. Bon, il faut savoir qu'il y a énormément de controverses sur Sam Altman, que le man, il abusait de sa sœur sexuellement, psychologiquement, financièrement, etc. Si ça vous intéresse, mettez un message dans les commentaires, je vais vous drop les sources justement sur ça. Il y a sa sœur qui s'exprime sur de nombreux tweets depuis des années sur les abus de son frère. Voilà, donc OpenAI du coup s'est fait virer. Les heads de la compagnie ont également décidé de démissionner. Microsoft, qui est actionnaire à 49% d'OpenAI, a décidé tout simplement d'aspirer tout OpenAI et de créer une team au sein de Microsoft spécialement pour eux. Donc ils ont dit à tous les mecs d'OpenAI, qui sont environ, je sais pas, quelques centaines, ils ont dit ok, on vous offre tous un poste et Sam, toi, on te met CEO d'un département d'AI chez Microsoft. Donc c'était en pourparlers, etc. Sachant qu'en plus, grâce à Microsoft, Sam, il aurait accès à toute la tech d'OpenAI vu qu'ils ont 49% des shares, etc. Donc c'était un truc de fou, le plan était nickel. Sauf que du coup, tous les employés, ils ont dit, genre vraiment quasiment tous, genre 80% de la boîte, ils ont dit, frérot, le board, si vous démissionnez pas, si vous barrez pas tous du board d'administration d'OpenAI, on démissionne tous les mecs. Genre OpenAI n'existe plus. Voilà, donc les shares d'OpenAI en aftermarket est évalué à 90 milliards, elles ont drop genre à 10-20 milliards, c'était un truc de fou, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont vendu leurs shares 4 fois moins cher en espace d'un jour, donc big up à vous les gars, bienvenue dans le clan des dégènes. Le board, ils avaient trop de pression, ils se sont dit putain on est vraiment des merdes, on démissionne, du coup ils ont démissionné. OpenAI, ils ont réembauché Sam Altman, donc c'est une histoire de 3 jours le bail, hein. Le mec t'es plus CEO pendant 3 jours. Oui. OpenAI du coup entre temps ils ont recruté l'ancien CEO de Twitch. Et finalement, l'ancien CEO de Twitch, au bout d'un jour, il a démissionné. Enfin bref, dinguerie les gars. Genre le mec, il vient, hop, ancien CEO de Twitch, il vient OpenAI, un jour de CEO, hop, il redémissionne. Sam Altman revient en tant que CEO. Enfin moi, je trouve ça abusé les gars. Genre c'est la plus grosse boîte d'intelligence artificielle du monde. Et là, c'est la fête du slip les gars. Tout le monde veut virer tout le monde, du business, blablabla, blablabla. Et que ça balance. Bref, donc dinguerie. Et donc maintenant l'équipe est réunie, donc l'équipe d'OpenAI est réunie, sauf les board members qui se sont fait virer. Ok, maintenant on termine sur un dernier thread que je vais faire en turbo de speed parce qu'en fait là je tourne la vidéo mais je dois gébou ultra vite. Je vous mettrai les tweets dans la description, ça vous pourrez checker les threads. Mais en gros, voilà ce que je vous disais dans l'intro, c'est que bon, apparemment il y a la SEC, bon ils disent quand même que dans les 33 milliards des customer assets, apparemment ils auraient mis des thunes, des customers avec leurs propres assets. Voilà, donc bon, ça c'est ce qu'ils nous disent un peu chez Binance aussi à l'époque. Voilà, et après ce qu'ils leur reprochent, c'est surtout qu'en fait, ADA, Algo, Atom, Field, ces tokens soient des securities, du coup listés sur Sol, listés pardon sur Kraken. Donc c'est un peu ce qu'ils leur reprochent, ce qui est un peu ce que je vous disais exactement dans la description, c'est que Gary il essaye un peu tout pour essayer de convertir des cryptos en security pour récupérer les opérations. Voilà, je vous mets le trade, désolé j'ai pas le time de le finir les gars, mais en gros c'est ce que je vous ai dit dans l'intro, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Discord si c'est pas le cas, parce que plus on est de fous, plus on rit, et parce que c'est cool, voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, ciao.